On va parler de Zoomify, l'exportation de Photoshop qui s'appelle Zoomify. Ça va aller assez vite, vous allez voir, parce qu'on ne va pas aller jusqu'à l'intégration dans une page web. On va juste générer une page web, c'est Photoshop qui va la générer. Et pour utiliser Zoomify, il nous faut une image haute définition, et j'en ai une ici dans Google. J'ai trouvé une image qui en plus est du domaine public, donc pas de problème pour l'utiliser. C'est une peinture. Donc vous pouvez tester avec ça dans un premier temps, puis bien sûr vous pourrez faire des tests par vous-même par la suite. Alors pour télécharger cette image, vous pouvez ici taper cette adresse-là dans votre navigateur web. Donc une fois qu'elle apparaît dans la fenêtre du navigateur web, bien sûr vous la téléchargez dans un dossier dans lequel vous allez mettre les choses qu'on va faire aujourd'hui. Donc une fois que vous avez enregistrer l'image sur le disque dur. Vous l'ouvrez bien sûr dans Photoshop. Alors j'ai la grille qu'on avait utilisée la fois passée pour rectifier la perspective sur une image. Elle revient, donc je vais l'enlever. Si vous avez la grille aussi, vous allez l'enlever. Soit vous allez dans le menu affichage et vous désactivez extra, comme ça tous les suppléments, les repères, tout ça vont disparaître de l'affichage. Ou alors vous pouvez spécifiquement dans le menu affichage de Photoshop aller demander de ne plus voir la grille. Donc affichage, affiché, grille, vous décochez, vous n'avez plus la grille. Alors, est-ce que cette image est correctement affichée? On dirait que c'est déjà du profil sRGB chez moi. Dans la petite case ici en bas à gauche qui me montre les profils, il est déjà indiqué que c'est du sRGB. C'est une image qui vient du web, donc normalement, si le webmaster a bien fait les choses, c'est une image pour du sRGB. Sinon, vous faites la petite opération qu'on avait faite la fois passée, menu édition, attribuer un profil. Et vous attribuez un profil qui sera le sRGB. Et peut-être que vous allez voir que les couleurs vont changer et seront plus justes. Elles vont plus correspondre à ce qui voulait vraiment être montré, de l'image comme elle devait apparaître. Donc ça va dépendre beaucoup comment votre menu édition couleur est réglé. Bien, donc évidemment quand vous zoomez, vous voyez que c'est une image qui a du détail. Il n'y a pas de problème, parce que j'avais demandé dans Google, quand j'ai recherché dans Google, j'avais demandé des images de peinture, et j'avais demandé des images supérieures à 8 mégapixels en fait. Et donc il y a minimum 8 millions de pixels dans cette image. Si je vais dans le menu image, taille de l'image, je vois les détails ici. Les dimensions en pixels, 5866 sur 4405. Quand je multiplie les deux, je suis au-delà des 20 millions de pixels dans cette image. Donc c'est parfait. Est-ce que la résolution est valable? 300 pixels par pouce, en fait on s'en fout complètement. Ça n'a d'importance que quand on imprime. Et là on va faire une image qui doit être affichée sur un écran. Et donc la seule chose qui compte, et je reviendrai là-dessus pour que vous compreniez bien, la résolution n'a aucune importance. Ce serait 1 pixel par pouce, 150, 300, 600, 1200 pixels par pouce. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la définition de l'image. De combien de pixels l'image est constituée. Et donc, elle est quand même assez précise. C'est parfait. Bon. Zoomez un peu sur le personnage qui vous fait signe, là, ou qui montre quelque chose, je ne sais pas. Je ne connais pas bien la peinture, je la découvre avec vous, en fait. C'est juste un prétexte pour l'exercice. Bon, à un certain moment, vous voyez apparaître la grille des pixels, c'est-à-dire que les pixels sont bien séparés par un fin trait blanc. Et ça, c'est utile quand on fait du web, des maquettes web dans Photoshop, des interfaces web. Mais parfois, ça nous ennuie quand on est en train de faire du photomontage, donc on va enlever cette grille de pixels. Vous avez certainement déjà vu que ça se passe dans le menu affichage, afficher, et vous décochez grille de pixels. Et vous allez revenir à Photoshop tel qu'il affichait les images avant. Donc,
Alors cette grille de pixels, elle apparaît quand on zoome à un certain niveau, et ça se règle dans les préférences, à quel niveau de zoom la grille de pixels apparaît. Mais là, je viens de la désactiver par le menu affichage. Affiché, j'ai désactivé grille de pixels, donc elle n'apparaîtra plus du tout. Voilà. Bien. Mais cette photo qui a pris c'est cette image d'une peinture quand même qui est assez nette, eh bien on peut encore essayer de la rendre plus nette dans Photoshop, pas en appliquant un filtre de netteté sur la photo ici, mais en multipliant les pixels. Et depuis Photoshop CC 2014, il y a un système de multiplication des pixels assez intelligent, qui n'existait jusqu'alors que dans les bureaux de police scientifiques pour améliorer les photos floues. Ça a été intégré à Photoshop et vous allez pouvoir l'utiliser. Vous allez donc on va essayer d'aller encore plus loin, d'améliorer encore la précision de cette image, ce qu'il y a à voir dedans. Vous allez dans le menu Image, taille de l'image. Alors, cette boîte peut s'agrandir si on veut, et même remplir tout l'écran. Donc, par sa petite case en bas à droite, la boîte taille de l'image peut s'agrandir. Et ça peut être pratique pour bien voir ce qu'on fait. Donc, l'image derrière ne me sert plus, là, clairement. Je veux dire, je ne me réfère plus à l'image qui est là derrière. Je regarde le preview, l'aperçu là dans la boîte taille de l'image. Et alors vous avez la méthode de multiplication des pixels, ou de réduction du nombre de pixels, ça dépend dans quel sens on va. Donc il faut que ce soit évidemment enclenché, rééchantillonnage, et vous avez conservé les détails. Alors je ne sais pas si dans votre version de Photoshop vous avez conservé les détails 2.0. Parmi la liste, vous l'avez, ça veut dire que vous avez vraiment la dernière version de Photoshop, donc ça c'est encore plus récent, c'est encore une amélioration des choses. Donc avant CC 2014, ces deux méthodes de multiplication des pixels n'existaient pas. On avait bicubique plus lisse ou plus net, suivant qu'on agrandissait ou qu'on diminuait le nombre de pixels. On avait au plus proche une méthode qui ne rend pas les images floues, très pratique quand on a des graphiques statistiques, par exemple, des images qui doivent rester nettes, il ne faut pas avoir du flou dessus, et on peut multiplier les pixels, et ça reste net. C'est la méthode au plus proche qu'on utilise rarement finalement, parce que c'est rare quand on travaille sur autre chose que des photographies dans Photoshop. Bilinéaire, c'est quelque chose entre le au plus proche et le bicubique. Donc bicubique fort adapté aux images, aux photos, bien sûr. Au plus proche, très adapté à tout ce qui est graphique et qui ne doit pas devenir flou quand je multiplie les pixels dans les images. Bilinéaire entre les deux. Et quatrième cas de figure, après le au plus proche bilinéaire et bicubique, vous avez le conserver les détails qui est la nouveauté. Avec conserver les détails, vous avez un curseur qui va vous permettre de réduire les artefacts, donc les problèmes qui apparaissent quand on agrandit. Alors, on va agrandir éventuellement. Donc, on va se mettre ici, à la place de centimètres, je vous propose d'aller en pourcent. Unité de mesure pourcent au lieu de centimètres. Évidemment, ça change pour les deux, largeur-hauteur, puisque la chaîne ici n'est pas cassée. On va, en fait, en modifiant la largeur ou la hauteur, on va modifier les deux. C'est lié. Alors, si vous indiquez 200, on devrait se retrouver avec combien de fois plus de pixels que quand on était à 100%? 4 fois, exactement, oui, c'est comme quand on prend un carré de 2 cm sur 2 et qu'on le fait 2 fois plus grand, 4 cm sur 4, ça fait 4 fois plus de surface. C'est le principe ici, 200%, et voyons un peu. Donc pour zoomer en avant et en arrière là-dedans, vous pouvez utiliser raccourci si vous voulez, Alt pour avoir la loupe négative. Alors ça devient un peu lent en fait. Ah oui, et commande barre d'espacement pour avoir la loupe positive. D'accord? Bon alors voyons un peu si ça a amélioré les choses. En fait c'est simple. Si vous enfoncez le bouton de la souris sur le preview, vous voyez comment c'était avant. Et quand vous lâchez, vous voyez le calcul qui a eu lieu. Donc on a 4 fois plus de pixels.
On a une image encore plus précise et évidemment, oui, ça c'est quand même flagrant là pour le veston là du personnage. Photoshop vraiment prend une ligne noire en escalier et arrive à recréer quelque chose par un calcul d'interpolation. Donc voilà, vous pouvez démarrer d'images qui sont un peu éventuellement pourries. D'ailleurs, on verra comment récupérer, parce que ça arrive souvent, un logo qu'on vous fournit, un logo qui est pourri, comment arriver à le lisser grâce à Photoshop. Il y a des techniques. Ce n'est pas nécessairement celle-là. Ok, pas mal ça. Et alors, pour les grandes surfaces unies qu'on n'a pas dans cette image, malheureusement, je pense qu'on n'a pas de grande surface unie, il est possible qu'on voit des artefacts, des erreurs dans le calcul. Et c'est là que le conserver réduction du bruit, ici le curseur, servira. Mais dans le cas de cette image, ça ne va pas servir. On fera l'expérience avec une voiture, une image de voiture qu'on va agrandir. Vous allez voir la carrosserie bien lisse de la voiture, ça va vraiment nous servir ce curseur réduction du bruit. Ok, donc on va obtenir une image de 295 pixels comme c'est indiqué ici. Et avant, agrandissement du nombre de pixels, c'était à 73,9. Donc une image de 11 000 pixels sur 8800, c'est quand même assez gros. Et pourtant, on va la mettre sur le web, sur une page web, grâce au système Zoomify, qui est vraiment très pratique quand vous voulez montrer un produit que vous vendez, ou une peinture, ou un paysage, vous voulez le montrer sur une page web, et vous voulez que les gens puissent zoomer dessus, dans la page web. Voilà, j'ai cliqué sur OK, et là je double-clique sur la main dans la palette des outils, et ça ne marche pas. Super, double-clic sur la loupe, ça marche. Oui, si ça marchait la main, mais double-clic sur la loupe, ça marche. Sinon, normalement, double-clic sur la main doit marcher aussi. Bon, si ça marche, voilà. C'était un peu lent chez moi. Double-clic sur la main, ça vous montre l'image en entier, le plus grand possible sur l'écran. Double-clic sur la loupe, ça fait correspondre la trame des pixels de l'image avec la trame des points de l'écran, donc vous la voyez vraiment nickel. C'est le mieux pour vraiment juger la qualité d'une image. Vous allez l'enregistrer au format Photoshop en changeant éventuellement le nom. De toute façon, il faut changer. On va dire que c'est la version agrandie. Voilà. Ah tiens, on va réduire le nom parce que pour une utilisation sur le web, il vaut mieux pas dépasser les 32 caractères pour le nom du fichier. Il faut absolument que les espaces soient des underscores ou des tirets. Il ne faut pas d'accent. Enfin, ça, c'est toutes les règles pour les images qu'on met sur le web. Tout se passe bien tant que vous restez sur votre ordinateur avec Photoshop, mais dès que vous envoyez ça sur un serveur, si vous ne respectez pas certaines règles, donc pas commencer le nom par un chiffre, pas d'espace, il faut que ce soit des underscores ou des tirets, pas d'accent, et pas plus de 32 caractères. Et si vous faites ça, ça marchera dans tous les cas, vous n'aurez pas de problème. Donc j'ai dit que j'allais l'enregistrer au format Photoshop, voilà. Comme ça, je ne recompresse pas avec le JPEG. C'est de la compression non destructive, le format Photoshop, alors que le JPEG, ça supprime des éléments, un peu comme le MP3, vous connaissez, quand on code un fichier original en MP3, il y a des détails qui disparaissent. Ça peut parfois être pratique. J'ai déjà eu le cas de fichiers originaux où il y avait des crépitements dus aux appareils et à la table de mixage. Dès qu'on compresse en MP3, tiens, les petits crépitements disparaissent. Parce que ça supprime les choses. Ben, le JPEG, c'est un peu comme ça supprime des choses qui sont censées ne pas être utiles dans l'image. Mais donc là, je n'ai pas envie de recompresser en JPEG, donc j'ai enregistré en PSD. Alors on va exporter ça. Je suppose que vous avez fait un dossier pour aujourd'hui, on va l'exporter dans le dossier. Sinon, vous allez faire un dossier sur le bureau, là. Alors, fichier, menu fichier, vous avez le sous-menu exportation. Alors, un petit mot là-dessus, vous avez sans doute vu dans un cours de web la possibilité d'enregistrer une image pour le web. Donc,
n'allez pas là-dedans, je touche juste un mot là-dessus. Donc c'est pour enregistrer une image au format JPEG ou PNG ou GIF, qui sont les 3 formats pixels lisibles par les navigateurs web. Il est indiqué, dans cette version site Photoshop, il est indiqué entre parenthèses « hérité ». Pourquoi ? Parce que c'est une ancienne manière de faire, mais c'est toujours bien de la garder, ce n'est pas un problème. Si vous voulez continuer à exporter des images pour le web comme ça, c'est pas mal. Mais c'est une ancienne manière de faire l'exportation d'interfaces qu'on réalise dans Photoshop ou d'images qu'on fait dans Photoshop. Actuellement, il y a une nouvelle manière de faire, enfin actuellement, c'est quand même depuis quelques versions de Photoshop, depuis 3-4 ans. Il y a ce qu'on appelle le Adobe Generator. Voilà, génération fichier d'image à partir de calque. Là, j'ai juste tapé Adobe Generator dans Google. Vous n'avez pas besoin de le faire, je vous montre juste. Et sur un des premiers résultats qui arrive, j'ai le guide d'utilisation de Photoshop, les calques et génération de fichiers web dans Photoshop, avec donc le système Adobe Generator, qui en fait va vous permettre d'exporter d'un coup les images en différentes versions, plus ou moins petites, plus ou moins... voilà. Ok. Il y a des choses qui bloquent, c'est pas grave. Voilà, donc sachez-le, si vous voulez vous lancer plus dans le web avec Photoshop, qui est quand même un outil qui peut être pratique pour faire des interfaces web, il y a le Adobe Generator qui existe. Et à ce moment-là, on utilise la fonction menu fichier générer, fichier d'image. Il n'y a pas grand-chose là-dedans, parce qu'en fait, tout se fait dans la palette des calques à l'avance. Ok, alors ce qui m'intéresse ici, c'est d'exporter par le menu exportation. Et on va exporter avec Zoomify, qui est la dernière ligne, bien sûr. Alors, depuis quelques versions de Photoshop, Zoomify produit un fichier HTML avec du JavaScript. Le système de zoom qui va être possible sur la page web va être créé par du JavaScript. Si vous utilisez une version assez ancienne de Photoshop, avant la version CC 2014, vous aurez une exportation en ActionScript. Ça vous dit quelque chose, le logiciel Flash? Donc, logiciel qui servait à faire de l'animation, c'était basé sur le langage ActionScript, mais ça ne fonctionne plus sur les navigateurs web. Ça fonctionne encore dans du PDF interactif, l'ActionScript, mais ça ne fonctionne plus sur les pages web. Et donc, à un certain moment, sans rien dire, l'exportateur Zoomify est passé de l'ActionScript vers le JavaScript. Et c'est pas plus mal. Donc, emplacement de sortie, vous allez devoir choisir votre dossier d'aujourd'hui. Et on va même mettre ça dans un dossier rien que pour lui, le test, la sortie. C'est bien parce qu'en fait, ça va générer plusieurs fichiers, plusieurs dossiers. Donc, si vous ne mettez pas ça dans un dossier cible, ça va être la foire au bout d'un certain temps. Donc, vous allez créer un nouveau dossier dans votre dossier d'aujourd'hui. Vous voyez, ça c'est mon dossier d'aujourd'hui avec l'image que je viens de faire. Voilà, et je vais appeler ça export-01 par exemple. Voilà. Donc ce dossier répond également aux normes web, pas d'espace, c'est un tiret. Comme ça, je peux même le mettre sur un serveur web, le dossier. OK. Alors, vous allez ici définir la dimension à laquelle vous voulez que ça apparaisse sur votre page web. Une page web, généralement on fait ça pour du 1024 sur 768 pixels. On considère qu'il faut que l'internaute le plus pauvre, qui a un vieil écran qui n'affiche pas plus que 1024 sur 768 pixels, puisse malgré tout voir les pages web. Et donc, on ne va certainement pas dépasser cette dimension-là. Et même on va, par exemple, indiquer... largeur, hauteur,
Ah, il aurait fallu normalement, mais on fera plus tard, faire les mêmes proportions que l'image en fait. Hein. Il aurait fallu aller voir l'image et quelles sont les proportions, mais dans un premier temps, faites ça, faites 400 sur 400, un format carré, ce sera bien. Vous pouvez laisser ceci coché, ouvrir dans le navigateur web. Il suffit de cliquer sur OK et ça va bosser pour vous. Donc dans le dossier que vous avez créé, ça va mettre une page HTML, un fichier JavaScript qui est utilisé par la page HTML et les ressources, les images. En fait, c'est en train de découper la grande image en plein de petites images. Voilà ce que vous obtenez dans le navigateur web. C'est un fichier local, donc c'est pas sur le web bien sûr, c'est un fichier local. Et quand vous cliquez, ça zoome. Si vous cliquez glisser, ça bouge. Et vous voyez, le principe, c'est que ça n'affiche les pixels que ceux qui sont vraiment nécessaires. Ok, alors allez jeter un petit coup d'œil dans votre dossier pour qu'on voit un peu ce qui se passe, ceux chez qui ça ne marche pas. Export 01 ici. Est-ce que vous avez bien un fichier JavaScript dedans, dans votre dossier? Et voilà, est-ce que vous avez un fichier JavaScript, on est d'accord? Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas alors. Hein. Mais essayez dans le navigateur qui marche. Vous m'avez dit dans Safari ça ne marche pas et dans Firefox ça marche. Essayez de forcer à ouvrir la page HTML dans Firefox d'une manière ou d'une autre. Oui, vous avez un fichier JavaScript, donc c'est moderne comme exportation, on va dire. Hein. C'est plus de l'ActionScript, donc normalement ça devrait marcher. Même sans le module Flash installé. C'est bien l'HTML qu'on doit afficher. Donc c'est l'HTML que vous demandez d'ouvrir dans Firefox. Clic droit, ouvrir avec. Alors vous pouvez aussi faire un clic droit sur le fichier HTML, demander lire les informations. Vous pouvez essayer avec Chrome aussi. Voilà, donc j'allais dire qu'il est aussi possible de régler une fois pour toutes que le fait que les fichiers HTML sur ce Mac s'ouvrent avec un tel navigateur. Ouvrir avec, tout modifier, et du coup, tous les fichiers HTML s'ouvriront dans le logiciel que vous avez choisi pour les ouvrir. En tout cas, voilà le principe, c'est que vous avez uniquement les pixels qui sont intéressants, utiles pour voir la partie en question, qui sont téléchargés vers l'internaute. Raison pour laquelle, quand on bouge, au départ, c'est un peu flou, et puis on lâche le bouton de la souris, ça devient net. Ça va vraiment chercher les petites parties d'image. Je vous ai dit, l'image a été découpée en plein de petites parties, en plein de tuiles, en fait, des tiles. Ça a été découpé en plein de tuiles, et elles sont utilisées, elles sont appelées. Et le JavaScript, le code JavaScript sert à appeler ça. C'est un peu le principe de l'image. Oui, c'est un peu le principe du Google Maps sur la page web qu'on peut agrandir. Oui. C'est un peu ce principe-là, mais pour des images pixels. Voilà, donc ça peut être très pratique. Vous savez que vous pouvez montrer des objets que vous vendez ou des œuvres d'art ou quoi, très nettes grâce à ce système que vous avez sans doute déjà vu hein, sur certains sites de musées. Ça se voit typiquement sur les sites web de musées, ce système-là. Alors bien sûr, si j'ouvre ici dans... si je regarde le code de la page, clic droit, code source par exemple, ou alors ouvrir le fichier HTML dans un éditeur, eh bien, vous avez une partie qui va pouvoir être, voilà, cette partie-là, hein, cette partie-là va pouvoir être copiée-collée et mise dans une page web que vous êtes en train de construire. Hein. Bien sûr, c'est ça le principe. Une fois que vous avez l'exportation Photoshop, vous pouvez ouvrir le code et aller chercher ça. Il faudra aussi mettre dans les scripts de la page ceci. Si vous voulez en savoir plus, j'ai des vidéos qui expliquent ça, mais ce n'est pas un cours de web ici. Donc je ne vais pas aller plus loin là-dedans. Mais il y a tout ce qu'il faut. Et c'est souvent comme ça, quand Photoshop génère une page web,
il faut ouvrir le code et aller prendre les choses qui vous intéressent, les références vers les liens vers le JavaScript. Le fichier JavaScript devra être mis sur le serveur aussi, bien entendu, à côté de la page web. Et aller chercher le div, le diviseur, dans lequel se trouve tout ce qu'il faut pour afficher l'image sur une page web. Alors, ce fichier qui était généré, le HTML, pourrait être intégré à InDesign, dans un document InDesign, et vous pourriez exporter vers un des formats pour faire de la publication numérique du magazine interactif. Par contre, mettre ce HTML dans InDesign et faire une exportation PDF interactif, ça ne fonctionnera pas. On ne peut pas mettre du HTML dans du PDF. Pour l'interactivité dans le PDF, actuellement, et il est question que ça change, mais actuellement, dans le PDF interactif, c'est de l'ActionScript. Donc, n'espérez pas pouvoir mettre cette version-ci, générée par Zoomify Photoshop récent, dans un PDF interactif. Alors, parlant de InDesign et d'interactivité, on va aller faire un petit tour dans InDesign. Vous pouvez éventuellement quitter Photoshop et vous lancez votre dernière version de InDesign. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'intégration de l'export Zoomify dans le code HTML d'une page, vous pouvez regarder cette vidéo qui est en ligne sur YouTube. C'est une vidéo qui date de 2013, comme son nom l'indique, et en fait, c'est le moment où Zoomify n'était pas encore en export HTML CSS. Il exportait en Macromedia Flash, mais le principe de l'intégration du code de Zoomify dans une page web reste à peu près le même. Il s'agit de transporter un div avec, dans ce cas-ci, le JavaScript. Si vous faites ça évidemment avec la dernière version de Photoshop, il faudra aussi mettre le JavaScript, le code JavaScript dans le head de la page ou sur le fichier externalisé JavaScript, peu importe, mais en tout cas le JavaScript évidemment est nécessaire pour que le zoom fonctionne sur la page web. Alors, pour vous aider à trouver cette vidéo facilement sur le web, vous pouvez éventuellement taper cette URL-ci, donc bit.ly/2pd0emj. Faites attention aux minuscules et majuscules, bien entendu, ça compte. Alors voilà, vous êtes dans InDesign. On va faire un nouveau document. Alors, on va faire un document pour un affichage sur écran. Donc, dans le menu Fichier, Nouveau document, vous allez chercher les paramètres prédéfinis, par exemple, quoi qu'on pourrait tout coder ici dans la partie là de la boîte, bien sûr. Mais vous avez dans la partie Web ici le format 1024-768. D'où est-ce que ça vient, ce nombre de pixels? Ça correspond à l'évolution des écrans. Au fur et à mesure des décennies et des années, les écrans affichent de plus en plus de pixels, suivant aussi les capacités des cartes graphiques et des câbles qui connectent l'ordinateur et l'écran. Donc, il faut savoir que moi, quand j'ai commencé l'infographie en 92, c'était assez courant d'avoir des écrans de 800 pixels sur 600. Hein? Je crois qu'on a même plus ça ici, 800 sur 600. 800 sur 600. Oui, et c'était mieux que ce qu'il y avait avant, le 640 sur 480. Ah oui, mais les écrans, ça devient de plus en plus précis, bien sûr. Actuellement, on est au 8K. Vous avez des écrans à 8000 lignes verticales. Tout ça évolue très vite. Tout est relatif. Alors voilà, vous avez votre format 1024 sur 768. Dans le menu édition, espace de fusion des transparences, on voit qu'on est d'office en RVB parce qu'on a démarré d'un document web. C'est donc les couleurs vont être créées par mélange de lumière rouge, vert, bleu. Ça, vous avez déjà créé votre outil. Bon, si vous avez une vieille version de InDesign, vous n'y retrouvez pas trop. Ici, vous pouvez taper dans la boîte qui apparaît là,
Unité pixel, vous tapez 1024 sur 768. Et voilà, orientation bien sûr horizontale, ça va de soi. Bien, alors on va créer un bloc sur toute la page. Donc vous prenez votre outil de création de bloc diagonal et vous tracez sur toute la page, pas dans la zone des marges, mais vraiment sur toute la page. Alors contrairement bien sûr à un document pour l'impression, ici, dans un document pour le web, vous ne devez pas faire du fond perdu. Vous n'êtes pas obligé de faire déborder l'image au-delà des limites de la page. Pas de fond perdu pour le web. Bien, vous avez votre bloc et vous allez importer dedans votre image. Donc, fichier importé, on va utiliser l'image de la peinture. La version PSD. La version PSD de la peinture que vous êtes allé télécharger tout à l'heure. Voilà. Alors il est possible évidemment qu'elle ne s'affiche pas très bien parce que InDesign n'est peut-être pas réglé chez vous pour afficher en haute définition, donc il va falloir aller régler ça. Menu affichage, performance d'affichage. Si vous êtes en affichage standard, vous êtes en train d'économiser des ressources informatiques pour pouvoir faire des documents longs dans InDesign avec plein d'images, des dizaines d'images, et donc c'est comme ça que vous voyez l'image. C'est pas grave puisque ce n'est que la prévisualisation de l'image dans InDesign. Bon, là, je passe en performance d'affichage à qualité supérieure quand même. Alors, vous double-cliquez sur l'image, vous zoomez en arrière. Donc en double-cliquant sur l'image, enfin sur le bloc qui contient l'image, vous êtes entré en modification du contenu. Donc avec la flèche noire de la palette des outils, vous avez double-cliqué sur l'image, vous êtes en modification du contenu. Quand vous zoomez en arrière, vous devriez remarquer le grand cadre brun qui est c'est la dimension réelle de l'image, quoi. Donc on ne voit qu'une partie de l'image visiblement ici. Oui, si on bouge, on voit bien que l'image, on ne voit pas l'entièreté de notre image. Bon, cliquez à côté de ce cadre brun pour sortir du mode d'édition de contenu. Sélectionnez par un simple clic le bloc image et vous allez demander évidemment que l'image remplisse le bloc en étant vue en entier. Donc menu objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Vous avez aussi les icônes ici qui permettent de faire ça. Peut-être sauf si votre écran n'est pas assez grand pour vous montrer les icônes. Sinon, le plus simple, objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Et là, toute l'image est vue. Non, ça déborde quand même. Hein. Ça déborde quand même dans un sens ou l'autre. Ça pourrait déborder. Mais enfin, c'est déjà pas mal, c'est mieux. Enregistrez votre document InDesign. Pas dans votre dossier d'export Zoomify, mais dans votre dossier d'aujourd'hui. Au format InDesign, bien sûr. Alors, on va créer une deuxième page dans le document. Donc ça, je suppose que je n'ai pas besoin de vous dire comment on fait. Voilà, par exemple, donc dans la palette page, je vais vous demander d'insérer une deuxième page après la première. Et voilà, on a une deuxième page. Alors, on va mettre de l'interactivité dans le document parce que le but est d'exporter un PDF interactif et éventuellement, on peut aussi exporter en HTML interactif si on a installé ce qu'il faut dans InDesign au niveau du plugin d'exportation. Donc, tout ce qui peut être fait en PDF interactif peut être éventuellement, si on a ce qu'il faut, exporter en HTML aussi. Pour faire une page web, non, on en avait parlé, mais pour être intégré sur une partie d'une page web, éventuellement, oui. Alors, pour faire bien les choses, on va créer un calque pour l'interactivité. Donc, dans la palette des calques, vous allez créer un nouveau calque que vous allez nommer interactif.
Le calque interactif va être évidemment au-dessus, sinon on aura les boutons qui seront sous l'image et ça ne va pas le faire. C'est un concept, oui. Éventuellement, vous pouvez même verrouiller le calque d'origine là qui contient l'image. Comme ça, vous êtes certain de ne pas travailler sur lui. Ok, on travaille sur la page 1. Donc vous double-cliquez sur la page 1. Alors dans le menu fenêtre, on a des exemples de boutons et formulaires. On ne va pas les utiliser dans un premier temps, mais il faut savoir qu'il y en a dans InDesign. Menu fenêtre, exemple de boutons et de formulaires. Bon, les exemples de boutons, franchement, c'est pas très intéressant parce qu'en fait, vous pouvez utiliser n'importe quoi comme élément InDesign que vous créez, des blocs avec du texte dedans ou des images que vous importez. Tout ça peut servir de bouton dans InDesign. Et donc, les boutons là, en plus, sont assez vieillots, ils sont assez années 90. On est plutôt dans le flat design à notre époque. Donc, ces boutons avec des reflets dessus, franchement, c'est plus le genre de choses qu'on fait à notre époque. Mais donc voilà. Et vous avez toutes les cases à cocher pour les formulaires qui peuvent être faits dans InDesign. Si vous faites un fichier Acrobat interactif avec des formulaires dedans, le plus simple c'est de lier ça à Acrobat Formulaire en ligne. C'est un service en ligne de Adobe pour faciliter le remplissage et la récupération de données de formulaires. Mais nous, on ne va pas faire de formulaire ici, on va dans un premier temps juste faire un bouton navigation qui va nous permettre d'aller à la page suivante. Donc on va faire un bloc texte éventuellement. Donc vous allez faire ici un bloc. Un bed block InDesign quelque part sur la page. Vous allez lui donner aucune couleur de contour et par contre vous allez lui mettre une couleur de fond. La couleur, je vous conseille de ne pas la choisir dans InDesign en double-cliquant sur l'échantillon de couleurs dans la palette des outils. Même remarque que celle que j'avais faite dans Illustrator, parce qu'il vaut mieux la créer dans le nuancier. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre, cette couleur, si vous l'utilisez à plein d'endroits dans votre document, par le nuancier, de modifier partout cette couleur dans le document. Il va y avoir un lien entre la couleur du nuancier, et les couleurs, cette couleur-là utilisée dans le document. Donc là, je vais dans menu fenêtre, couleur, nuancier. Je vais chercher le nuancier de InDesign. Donc ne créez pas la couleur de fond de votre bloc en double-cliquant sur l'échantillon ici. Allez plutôt dans le nuancier. Bon, on va créer une couleur, RVB. Donc nouvelle couleur dans le nuancier, dans le menu du nuancier, nouvelle couleur. Vous faites votre couleur. Une fois que vous avez la couleur, vous pouvez modifier son intensité lumineuse avec la touche majuscule en prenant n'importe lequel des trois curseurs. Ça bouge les trois curseurs d'un coup. Ça reste votre couleur que vous avez choisie, mais ça modifie son intensité lumineuse. Alors il est marqué ici type quadrichrome. Ne vous inquiétez pas pour ça, c'est juste si on exporte le PDF pour l'impression, est-ce que cette couleur RVB sera finalement imprimée avec 4 encres si on magenta jaune noir, ou est-ce que c'est un ton direct, un Pantone qui vient par-dessus? Mais ça ne nous intéresse pas du tout ici. Donc ce qui nous intéresse, c'est surtout que ce soit le mode RVB dans un premier temps. Ok, voilà la couleur. Et voilà le bloc qui a la couleur. Alors on va taper du texte là-dedans. Donc outil texte, je clique sur le bloc et évidemment il se transforme en bloc texte. Au départ c'était un bloc graphique et je vais taper par exemple voilà, ce genre de choses. Ensuite, est-ce que vous savez comment on fait pour centrer dans les deux sens le texte dans le bloc? Oui? Super. Donc vous le faites.
On le centre dans les deux sens. Le texte doit être au centre du bloc. Donc, menu texte paragraphe, je fais apparaître la palette paragraphe et j'utilise l'icône ici pour centrer. Évidemment, ça c'est le centrage horizontal. Ensuite, le centrage vertical, c'est menu objet, option de bloc de texte. Et ici, alignement centré. Voilà, c'est l'alignement dans les deux sens. Bon, alors ce bouton, on va lui mettre quand même un peu d'arrondi, pourquoi pas. Il y a les arrondis interactifs. Donc menu objet, option d'arrondi. Interactif, dynamique, ça veut dire modifiable tant qu'on veut. Menu objet, option d'arrondi. Voilà, il va falloir décider de mettre un arrondi rond, voilà. Un petit arrondi. Ok. Donc ça ressemble un peu à ce qu'on avait dans Illustrator, sauf que pour modifier, il va falloir retourner dans ce cas-ci dans le menu objet, option d'arrondi, si vous voulez remodifier ça. Alors ce qui peut donner bien, c'est de faire des coins opposés qui seront en angle et d'autres opposés qui seront en arrondi. Ça peut donner un petit air intéressant. Mais bon, c'est d'assez mauvais goût finalement. Il vaut mieux rester au plus simple à notre époque. Il faut suivre les tendances du web évidemment. Et on est dans le flat design et sans trop de frioritures pour l'instant. Ok, vous avez votre bouton là sur lequel vous avez mis une couleur de fond, un arrondi. Bien, vous sélectionnez le bloc et on va modifier le texte. Donc vous ne sélectionnez pas le texte, vous sélectionnez le bloc. Oui, parce que si vous sélectionnez le texte, vous n'allez pas vraiment voir ce que vous faites. Vous sélectionnez le bloc avec la flèche noire. Puis, dans la palette des outils, vous allez enclencher le petit T ici, pour indiquer que ce que vous modifiez, c'est le contenu, c'est le texte, et pas le bloc. Et vous allez pouvoir changer la couleur du texte et regarder ce que ça donne. En même temps, vous pouvez aller dans la palette caractère, modifier le caractère, bien sûr, menu texte caractère. Donc pour arriver à modifier le texte dans le bloc sans devoir sélectionner le texte, je vous rappelle que j'ai dû sélectionner le bloc et activer le petit T ici, dans la palette des outils. Ce qui me permet de changer la couleur, la transparence ou quoi du texte. Ah oui, et j'ai affiché la palette caractère et je peux modifier aussi, bien sûr, les choses, les polices, etc. De toute façon, je vais mettre un style de paragraphe là-dessus. Comme ça, quand j'aurai fait plein de boutons identiques partout dans le document, si je veux changer le texte, le caractère, je pourrai y aller par le style de paragraphe. Parce que si vous faites 10 boutons dans votre document et que vous devez changer la police, ce serait quand même plus facile si, au départ, le texte qui est dans le bouton utilise un style de paragraphe. Donc on y va. Menu texte, style de paragraphe. On va créer un nouveau style de paragraphe. Donc là, on voit dans la palette style de paragraphe qu'on a démarré du paragraphe standard qu'on a modifié. Mais on va ici demander de faire un nouveau style de paragraphe dans le menu de la palette style de paragraphe. Et vous allez devoir cocher absolument ceci, appliquer le style à la sélection. Ça veut dire que le bloc qui est en train de servir à générer le style de paragraphe, donc le texte qui est en train de servir à générer le style de paragraphe, va lui-même recevoir ce style de paragraphe. Ce qui sera quand même utile pour pouvoir modifier par la suite. Bon, vous allez donner le nom texte dans les boutons, par exemple, au nom du style. Ici, pas besoin de faire des noms de style de paragraphe qui répondent aux normes web, bien sûr. C'est de la bidouille InDesign, ça ne sera pas exporté dans le nom du style de paragraphe ne sera pas exporté dans le fichier PDF interactif ou HTML. Ok, voilà.
C'est le b.a.-ba de InDesign, ça. Faire un style de paragraphe. La question qu'on me pose parfois et que certains se posent peut-être, c'est pourquoi ne pas avoir fait un style de caractère? Ben, les styles de caractère, c'est quand on veut modifier un des mots dans un paragraphe. Ici, c'est vraiment tout le texte là qui reçoit le style, donc c'est un style de paragraphe. Voilà. Alors attention, à partir de là, il faut réfléchir. Si vous voulez modifier le texte dans le bouton, il faut surtout ne plus le faire par la palette nuancier et par la palette caractère. Parce qu'en fait, le texte, il est conduit par le style là, qu'on vient de faire. Donc si vous voulez modifier le texte dans le bouton, je clique à côté de tout, le bouton n'est même pas sélectionné, je vais double-cliquer sur le style texte dans le bouton, et c'est là que je vais modifier les choses. Donc dans la boîte, là je vais changer notamment le style. Il faut cocher la case aperçu bien sûr pour voir derrière ce que ça donne. Ah, ça c'est vraiment bien moche, comme police. Oh, il y a des choses qui font vraiment un peu baraki, hein. Mais parfois on a des clients qui veulent ça, parce que c'est leur habitude. Mais bon, voilà. Ok, donc la police, la couleur de la police, couleur des caractères ici, voilà, c'est là qu'on va changer les choses. Et donc ça marcherait si on avait plein de boutons multipliés dans le document. On pourrait d'un coup modifier la police de tous les boutons comme ça. Ah oui, petite astuce ici. Donc le bouton n'est pas sélectionné, je vais modifier le style du texte. Donc je double-clique sur le style de paragraphe que j'ai appelé texte dans les boutons. Au niveau de la couleur, vous avez le choix d'appliquer une couleur. Si la couleur que vous voulez n'est pas dans la liste, soit vous devez la faire avant, soit vous devez faire ceci. Cliquez sur l'échantillon ici. Créez votre couleur. Donc j'ai cliqué sur l'échantillon ici parce que dans la liste, dans la palette des options de style paragraphe, la couleur que je veux n'y était pas. Donc j'ai double-cliqué, je fais la couleur. Je demande ajouter, ça veut dire ajouter cette couleur-là au nuancier de couleur. Terminé. Je la choisis dans la liste, sauf qu'elle n'y est pas. Pour arriver à la choisir, je dois quitter temporairement le réglage de couleur de caractère, revenir dans couleur de caractère, et là, la couleur que je viens de faire s'y trouve. C'est vicieux, mais enfin ça peut aider de connaître l'astuce. Vous pouvez créer une couleur pour n'importe quoi dans le style de paragraphe, mais il faut connaître l'astuce. Bien, vous avez donc compris le système du style de paragraphe, l'intérêt, même quand on travaille dans des boutons. Par contre, je ne suis pas certain que vous connaissez les styles d'objets dans InDesign. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les styles d'objets dans InDesign? Bon, là je remets juste le texte en jaune parce que c'est en bleu foncé, c'était pas terrible. Alors les styles d'objets, ça veut dire que vous pouvez sélectionner un objet, par exemple le bouton ici, allez-y, sélectionnez-le avec la flèche noire. Et vous allez faire un style au départ de ça. L'intérêt, c'est que quand vous aurez multiplié les boutons dans le document, vous allez pouvoir, par le style d'objet, tous les modifier d'un coup. Donc, votre bouton est sélectionné, vous allez dans le menu Fenêtre, Style, Style d'objet. Fenêtre, Style, Style d'objet. Oui, au passage, vous avez vu toutes les sortes de styles qui existent dans InDesign. Vous avez les deux sortes de styles que vous connaissez certainement, les styles de caractère et de paragraphe. Vous avez les styles de tableau. Quand je fais un tableau dans InDesign, je peux directement le formater, lui donner un genre par un style prédéterminé. Donc vous créez un style d'objet pour votre bouton. Bon,
Bon, ça va être un bouton de navigation entre les pages, bien sûr. Voilà. D'après, oui, il vaut mieux mettre d'après 100. D'après 100, comme ça il n'est pas dépendant, ça ne sera pas un style enfant, dépendant d'un autre style qui serait le parent. Quand on fait un style, c'est toujours mieux de faire d'après 100, à moins que vous connaissiez InDesign et vous savez ce que vous faites. Vous pouvez même intégrer un style de paragraphe particulier dans le style d'objet. Dans ce cas-ci, ça va être le style de paragraphe que j'ai appelé texte dans les boutons. Vous voyez, j'ai dû cocher pour dire que le style d'objet intègre le fait qu'il utilise un certain style de paragraphe. OK. Et j'ai oublié de cocher tout à l'heure dans la boîte qui vient de partir, j'ai oublié de cocher appliquer le style à la sélection. Ça veut dire que maintenant je dois manuellement appliquer le style au bloc. Alors enregistrez votre document InDesign, même si InDesign permet de la récupération en cas de plantage, c'est toujours bien d'enregistrer. J'enregistre souvent sous des noms différents, comme ça si je fais une erreur, je récupère la version d'avant. Bon, vous allez faire l'exportation en PDF interactif, comme ça vous allez pouvoir tester. Éventuellement, sur la page 2, je mets un petit texte ici qui va indiquer que c'est la page 2. Vite fait. Voilà. OK, donc fichier exporté, bien sûr, en PDF interactif. Là, il n'y a pas besoin de faire un dossier comme on avait fait pour l'export Zoomify parce que ça crée un seul fichier PDF. C'est ça d'ailleurs l'intérêt du PDF, c'est que tout est dedans, les polices de caractères, tout est dedans, les images, tout. Alors voilà, on exporte toutes les pages. On va demander d'ouvrir en mode plein écran parce que l'interactivité ne fonctionne qu'en mode plein écran. Donc, ce n'est pas à la personne qui va ouvrir le PDF à le faire passer en mode plein écran, c'est le PDF qui va proposer d'office de s'ouvrir en mode plein écran. Donc vous cochez « Ouvrir en mode plein écran ». Alors, on me demande souvent qu'est-ce que ça veut dire créer un PDF balisé. Bon, ça veut dire simplement dire que les balises spécifiques de InDesign, donc la manière dont ils formatent le texte, les paragraphes, seront dans le PDF sans qu'on le voie. Ça n'a vraiment d'intérêt que si vous voulez faire du copier-coller du PDF vers le InDesign par la suite. Mais ça peut avoir d'autres intérêts que je ne connais pas. Donc ne vous occupez pas de ça, créer un PDF balisé, ce n'est pas très important ici. La compression, ça va être important parce que on va demander ici une résolution de 144, c'est-à-dire le double de celle de l'écran type. Voilà, 144. Ce sera mieux que 72. Et OK. Pour la protection, vous ne faites rien, vous allez juste exporter ça et ça devrait fonctionner. Oui. Vous connaissez la différence entre les pages et les planches? Bien. Une planche, c'est une double page, mais on n'a que des pages simples de toute façon dans notre document ici. Exporter. Ah oui, il y a aussi un truc à cocher, ce serait ouvrir le document après exportation. Il est déjà coché. Afficher après exportation, ce sera encore plus facile. Voilà. Donc, par question de sécurité, quand ça essaye de s'ouvrir tout seul en mode plein écran dans Acrobat, que ce soit Acrobat Reader ou Acrobat Pro, ici c'est Acrobat Pro, Document Cloud, mais bon, par mesure de sécurité, ça demandera toujours de l'autorisation d'ouvrir en mode plein écran. Voilà. Donc si vous ne l'avez pas ouvert en mode plein écran, il va falloir le faire ouvrir en mode plein écran
Vous avez fait quoi? Vous avez cliqué sur non quand il vous a proposé de l'ouvrir en mode plein écran? Donc c'est commande L le raccourci, hein. Commande L sur le Mac ou menu affichage, mode plein écran. Voilà, donc on a un bouton. Il y a juste un petit problème. En fait, on a deux problèmes dans ce document. Premier problème, on ne comprend pas nécessairement que c'est un bouton sur lequel il faut cliquer. Et puis quand je survole, il ne bouge pas, il ne change pas de couleur ou de quoi que ce soit, donc ça ne sent pas l'interactivité. Voilà. Ici, je vais revenir à la page précédente avec la flèche gauche sur le clavier. Voilà. Et deuxième problème, quand vous cliquez n'importe où sur la page, ça passe à la page suivante. On est d'accord? Donc on a souvent ça dans les documents PDF interactifs, quand on clique n'importe où sur la page. Voilà. Et ça, c'est évidemment très ennuyeux. Vous avez mis des boutons, parce qu'on peut mettre plein de boutons sur une page. Vous avez des boutons pour faire de l'interactivité, mais si vous avez le malheur de cliquer à côté du bouton, ça passe à la page suivante. Donc, on va faire l'astuce qui permet de neutraliser cette fonction de base de Acrobat. En fait, c'est une fonction de base. Quand on a un document qui est affiché plein écran et qu'on clique n'importe où, Acrobat croit qu'on veut passer à la page suivante. On va faire en sorte de neutraliser cette fonction. Ça va se faire dans InDesign, avec une petite astuce intéressante qui est relativement peu connue. Et vous allez voir qu'après, vous aurez vraiment un document interactif plus facile à utiliser. Alors, il y en a certains qui ont eu un problème parce que leur PDF n'était pas interactif, mais en fait, il faut le lire absolument dans Acrobat Reader ou Acrobat Pro. Enfin, les gens vont avoir Acrobat Reader, hein, c'est gratuit. Mais si vous essayez d'ouvrir ça dans Aperçu, ou si ça s'ouvre tout seul dans Aperçu, le logiciel de lecture de PDF sur le Mac, Aperçu, votre interactivité, elle ne marchera pas de toute façon. Donc, ce qui serait bien, si ça s'est ouvert tout seul dans Aperçu, ce serait de sélectionner dans votre dossier le PDF que vous avez exporté, de faire un clic droit, lire les informations, et ici de demander que ça doit s'ouvrir avec, non pas Aperçu, vous passez à Acrobat Reader ou Acrobat Pro si vous l'avez. Et vous cliquez sur tout modifier, comme ça tous les PDF, et pas seulement celui que vous êtes sur lequel vous êtes en train de travailler, tous les PDF s'ouvriront dans Acrobat. Et là, l'interactivité fonctionne quand il s'affiche plein écran. Donc c'est normal, l'interactivité ne fonctionne pas dans Aperçu. Même chose sur Windows, le petit logiciel de Windows qui sert à lire les PDF, Preview, là je pense qu'il s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle. Alors dans une page web, il ne sera pas interactif non plus. Dans le navigateur, il ne sera pas interactif. Eh oui. Mais il y a toujours la possibilité de faire une exportation HTML éventuellement. Ici, c'est vraiment les bases de l'interactivité. En fait, il faut que je vous dise aussi que depuis le début, le langage HTML, depuis le début, les années 80, le langage HTML intègre plein de systèmes qui permettent de faire apparaître un objet quand on le survole. Quand on clique sur un objet, ça fait apparaître un autre objet. Enfin, plein de choses basiques qui sont très très utiles en fait. On peut faire des choses extrêmement bien et qui ont l'air sophistiquées avec des choses basiques, et c'est un peu ce qu'on va faire avec InDesign. On ne va pas le faire en HTML parce que ce n'est pas un cours d'HTML et je ne veux pas concurrencer le cours d'HTML, mais on le fait dans InDesign. Et vous allez voir qu'avec des choses basiques, des effets de masquage, des effets d'agrandissement, des navigations entre les pages, des navigations à l'intérieur d'une page, avec un système d'encre, on peut déjà aller très très loin dans l'interactivité. Il ne faut pas nécessairement, ce qu'il faut retenir, c'est que pour faire des choses bien interactives, il ne faut pas nécessairement étudier beaucoup et y passer beaucoup de temps. Vraiment, les interactions de base qui existaient déjà dans le HTML dans les années 80, c'est déjà très bien. Fin des années 80, début 90, le HTML contenait déjà des choses et qui ont parfois été oubliées. Parfois, maintenant, on met en place du JavaScript et des choses complexes alors qu'il y a des possibilités de le faire de manière simple avec des liens. Alors, notre document, là, en fait, on n'a pas encore mis une interactivité sur le bouton. On a juste remarqué que quand on fait l'exportation et qu'on le lit dans Acrobat, en plein écran, quand on clique n'importe où sur la page, ça passe à la page suivante. On va quand même mettre une interaction sur le bouton, mais ça ne va rien changer. Quand on cliquera n'importe où sur la page, ça passera quand même encore à la page suivante. Mais enfin, voilà, mettons quand même une interactivité sur le bouton.
Vous allez sélectionner donc le rectangle, enfin qui est un bouton, visuellement c'est un bouton, mais en fait ça n'est pas techniquement quelque chose d'interactif pour l'instant. Vous allez dans le menu Fenêtre, Objet interactif, Boutons et formulaire. Menu Fenêtre, Objet interactif, Boutons et formulaire. Pas celui-là, ça a zippé. OK. Boutons et formulaire, voilà. Et votre objet, vous allez le transformer en bouton, tout simplement. Il y a la petite icône ici, toute bête. Et il y a aussi la possibilité de choisir type bouton. Donc vous voyez qu'on peut aussi transformer un objet en une case à cocher pour les formulaires, une liste déroulante, etc. Mais nous, on va se contenter de transformer ça en bouton. Alors la petite icône ici en bas qui servait à transformer en bouton, ça peut parfois être intéressant parce qu'elle permet de faire le chemin inverse. Une fois qu'on a un bouton, elle permet de retransformer le bouton en un objet tout simple qui n'est plus interactif. Alors le bouton, il apparaît clairement par le fait qu'il y a un pointillé qui l'entoure, là, le cadre a un pointillé. Ce n'est pas le même pointillé que quand on fait des groupes d'objets dans InDesign. C'est vraiment le pointillé qui indique qu'on a affaire à un objet interactif. Alors le bouton, on va lui mettre une action, parce que pour l'instant, c'est un bouton, oui, quand on le survolera dans le PDF, la petite main, le pointeur va changer, mais il fait rien. Donc il faut lui ajouter un script d'action. Donc en ayant le bouton sélectionné, là, vous allez sur script d'action ici. Et, ah oui, d'abord, il faut choisir à quel événement, parce qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Ça va être quand on va relâcher le bouton, relâcher après avoir cliqué sur le bouton, dès qu'on lâche le bouton de la souris, ça va faire l'action. Vous avez aussi une action qui peut se déclencher au survol du bouton ou à la fin du survol du bouton. Bien sûr, si vous faites une application pour tablette, survol et fin de survol ne marchent pas parce qu'il n'y a pas de survol de doigts sur la tablette. Il n'y a que des clics. D'accord ? Donc il faut faire attention à ça. Quand on fait un document interactif et qu'on va le visualiser finalement sur tablette, survol et fin de survol, vous oubliez. C'est survol du pointeur au-dessus du bouton, bien sûr. Bon. Donc là, vous pouvez garder relâchement ou appui, c'est bien. Dans script d'action, qu'est-ce qu'on va mettre ? On va, alors regardez ça, on a une première liste d'actions qui fonctionnent dans tout, c'est-à-dire qu'on fasse de l'exportation en flash, Shockwave Flash, de l'exportation, donc c'est pour des sites, faire des sites flash, mais ça ne se fait plus. Ou une exportation en EPUB, donc de la publication électronique. Là aussi, c'est en train de ne plus être utilisé de moins en moins. Tout ce qui est livre électronique. Mais, donc, ces premières choses-là fonctionnent pour tout. Ensuite, vous avez toute une série de choses qui ne fonctionnent que donc, dans le SWF et le EPUB. Et toute une série de choses qui ne fonctionnent que dans le PDF. Et alors, un truc qui est intéressant de regarder, c'est que notre bouton, il va servir à passer à la page suivante. Donc ça, vous pouvez ajouter l'action « Atteindre la page suivante ». Par contre, il faudra ruser. Il n'y a pas possibilité de faire dans un PDF interactif un bouton qui permet d'aller à une certaine page. Vous voyez, il faudrait utiliser pour ça la fonction « Atteindre la page », mais dans un PDF interactif, elle ne fonctionnera pas. Il est bien indiqué SWF EPUB uniquement. Il faudra donc ruser, si vous voulez faire un bouton dans un PDF interactif qui permet d'aller à une certaine page, il faudra au préalable faire des cibles. Chaque page du document va devenir une cible et vous utiliserez la fonction qui s'appelle « accéder à la cible ». Mais ça, c'est pour un peu plus tard. Mais je vous le dis tout de suite, n'essayez pas dans un premier temps de faire un bouton qui permet d'aller à une certaine page d'un PDF. N'utilisez surtout pas ceci, ça ne marchera pas dans le PDF interactif. Alors ici, je fais donc atteindre la page suivante. Voilà. Bien, je vais enregistrer mon document sous un certain nom, c'est toujours plus sûr. Et je vais faire une exportation en PDF interactif. Alors attention, si vous ne changez pas le nom du document en l'enregistrant, comme je suis en train de faire, là j'ai changé le nom, si vous ne changez pas le nom du document et que dans le logiciel Acrobat, vous avez toujours
le PDF exporté précédemment qui est ouvert, ça ne marchera pas. Il faut soit vous enregistrer sous un nouveau nom votre document InDesign et ça va exporter sous ce nouveau nom, le PDF interactif, soit si vous ne changez pas le nom du document InDesign, il faut vraiment vérifier que dans le logiciel de lecture de PDF, Acrobat, votre ancien PDF n'est plus ouvert. Alors voilà, exporter en PDF interactif. Ah oui, je dois même changer le nom ici aussi parce que ça a gardé l'ancien nom. Voilà. Alors les options sont toujours là ou pas? 144, oui, c'est toujours là. Toutes les options sont toujours là, c'est parfait. Voilà, il essaye d'ouvrir le document qui vient d'être exporté, donc il essaye de l'ouvrir en plein écran, je réponds oui. Alors, quand vous survolez maintenant votre bouton, le pointeur change d'aspect, donc ça veut dire que le bouton est bien repéré dans le PDF comme étant un bouton. Quand vous êtes en dehors du bouton, vous avez cette fameuse icône qui vous indique, tiens, si vous cliquez, vous allez passer à la page suivante. Bon, que vous cliquiez en dehors du bouton ou sur le bouton, ça passe à la page suivante. Je reviens à la première page avec la flèche gauche sur le clavier. Il n'y a pas le choix parce que je n'ai pas encore fait de bouton pour revenir en arrière. Voilà, vous avez vu le principe. Donc le bouton ne sert pas à grand chose puisque de toute façon, pour passer à la page suivante, il suffit de cliquer n'importe où. Ok, touche Escape. Je sors du mode de l'écran, je ferme même le PDF et je retourne dans InDesign. Alors voilà, on va faire le système qui permet de désactiver le fait que quand on clique n'importe où sur la page, ça passe à la page suivante. Alors le plus simple, c'est de créer un calque rien que pour ça. Vous allez créer un nouveau calque dans InDesign, un nouveau calque qui va être entre les deux qui existent déjà. Et je vais par exemple l'appeler désactiver passage. Voilà, que je me souviendrai que c'est là-dessus, c'est un calque qui sert uniquement à désactiver le passage à la page suivante. Bon, il est quand même important qu'il se trouve en dessous du calque interactif, hein, parce que s'il était au-dessus du calque que j'ai appelé interactif, le calque qui contient mes boutons, il empêcherait que les boutons fonctionnent. Donc c'est en dessous. On peut superposer des boutons, mais c'est toujours celui qui est au-dessus qui va empêcher celui d'en dessous de fonctionner. Voilà, quand vous avez fait ça, ce serait peut-être même une bonne idée de verrouiller tous les calques sauf celui-là. Comme ça, vous êtes certain de ne travailler que sur celui du milieu. Alors voilà, je travaille donc sur ce nouveau calque qui s'appelle désactiver passage. Et je vais mettre sur ce calque un système qui empêche donc de passer à la page suivante, mais comme je vais devoir le faire sur toutes les pages du PDF, autant que l'élément, je ne vais pas le mettre sur la page 1, je vais le mettre dans le gabarit en fait. Le gabarit qui est utilisé par toutes les pages. Vous connaissez le système des gabarits, c'est des espèces de styles pour les pages, quoi. Donc dans la palette pages, on voit que actuellement, les pages de mon document utilisent le gabarit A. Mais c'est dans le gabarit A que je vais aller mettre la chose. Et ça sera reporté sur toutes les pages du document automatiquement. Même les nouvelles que je créerai par la suite, selon le gabarit A. Si elles utilisent le gabarit A, elles vont utiliser l'élément que je vais aller mettre là sur le gabarit. Alors vous allez double-cliquer dans la palette pages sur le gabarit A. Donc vous double-cliquez bien, parce qu'en général, il y en a toujours un ou deux qui oublient de double-cliquer et qui fait que cliquer, on est bien entré dans le gabarit A. Il est bien indiqué A gabarit en bas à gauche de la fenêtre. Je suis dans le gabarit A, en train de travailler sur le calque désactiver passage. Voilà. Et sur ce calque, je vais aller créer un bloc graphique qui va être sur toute la page. Voilà, donc vous pouvez le faire sur toute la page. Je vais peut-être aller changer la couleur des vecteurs de ce calque.
Juste pour que ça se voit mieux, en double-cliquant à droite du nom ici, je peux aller changer la couleur. Je vais prendre bien sûr quelque chose qui n'est pas encore utilisé, ni du rouge ni du bleu cyan. Ouais, je vais prendre du magenta. Voilà. Ok, vous avez un rectangle qui est sur toute la page. On va le transformer en un bouton. Donc vous n'êtes pas obligé de changer la couleur des vecteurs comme moi. Mais j'ai tendance à... Le vert sur fond blanc, moi j'aime pas trop, donc j'ai tendance à aller changer ça. Alors voilà, donc le rectangle là est sélectionné. Je vais le transformer en bouton, type bouton. Et je vais le renommer, je vais l'appeler passage 1. Voilà, passage 1. Sans espace comme ça, c'est bien. Le bouton, enfin le rectangle à l'intérieur doit être absolument sans couleur et sans contour, sans couleur. Alors, il est possible que vous ayez un rectangle qui a de la couleur. Donc dans ce cas-là, il va falloir y avoir accès pour aller enlever la couleur. Parce que pour l'instant, ce qui est sélectionné, c'est le bouton. Alors regardez, si jamais vous avez fait un rectangle qui a une couleur de contour ou de fond, j'avais oublié de vous le dire à ce moment-là, ben c'est simple, vous allez ouvrir le calque comme ceci. Ça c'est le bouton, passage 1, j'ouvre, et là je trouve l'état normal du bouton, c'est-à-dire le rectangle, je le sélectionne avec le petit rectangle comme ça. Voilà. Non, attendez, il faut encore ouvrir normal, je sélectionne le rectangle, voilà. Vous voyez, vous avez votre calque qui s'appelle désactiver passage, vous avez un bouton qui s'appelle passage dedans, vous avez ce qu'on appelle l'état normal du bouton, parce qu'un bouton peut changer d'aspect quand on le survole, donc ce sera un état survol, mais actuellement il n'y a qu'un état normal. Et à l'intérieur, vous avez le rectangle en question, et c'est là en sélectionnant le rectangle avec le petit carré ici, là, que vous allez pouvoir changer sa couleur, lui enlever couleur de fond et de contour. Il faut absolument qu'il soit transparent. Bien, alors voilà, dans la palette des calques justement, je vais obtenir une copie parfaite du bouton. Alors il y a deux manières de le faire, la copie parfaite, soit dans la palette des calques, je prends ceci et je l'amène sur le bloc de feuilles, hein, le nom du bouton là, passage 1, je l'amène sur le bloc de feuilles, ou alors je sélectionne le bouton là comme ça, avec la flèche noire, je fais édition copier, édition collée sur place pour qu'il aille exactement au même endroit que ce qu'il occupe. Voilà, et j'obtiens un deuxième bouton. Il est là, passage 2. D'une manière ou d'une autre, vous devez obtenir une copie identique du bouton et on va le nommer passage 2 pour s'y retrouver. Alors que vous ayez le 2 au-dessus du 1 ou le 1 au-dessus du 2, n'a aucune importance. C'est vraiment, ça n'a pas d'importance du tout. Ok, vous allez commencer à travailler sur le 1. Vous sélectionnez le bouton 1. Alors pour arriver à le sélectionner, on ne peut pas le faire nécessairement par la flèche noire et cliquer dans le document. Il va falloir le faire par la palette des calques. Mais oui, puisqu'il est parfaitement en dessous du bouton 2. Comment j'arriverai à le sélectionner autrement que comme ceci? Donc vous savez que dans InDesign, c'est comme dans Illustrator. Le fait de faire ceci ne sélectionne pas l'objet. Ça, c'est dans Photoshop qu'on sélectionne les choses en cliquant comme ça. Donc, pour vraiment sélectionner l'objet, c'est comme dans Illustrator, c'est le petit carré qui permet de sélectionner l'objet. Donc, faites gaffe à ça. Donc, l'objet passage 1 est sélectionné, le bouton passage 1 est sélectionné. Je vais dans la palette des boutons. Fenêtre, objet interactif, bouton et formulaire, si jamais vous l'avez fermé. Et on va ici mettre une action sur ce bouton. Une action de masquage et d'affichage de boutons. Voilà. Alors, qu'est-ce que ce bouton va faire au niveau de l'affichage et du masquage? En fait, un bouton peut agir sur tous les boutons qui se trouvent sur la page. Sur la page. J'allais dire dans le document, mais en fait non, c'est sur la page. Un bouton peut agir au niveau de l'affichage et du masquage sur tous les autres boutons qui se trouvent sur la page et également sur lui-même.
Donc vous devriez voir donc, la liste là des 2 boutons qui sont actuellement sur cette page, le gabarit A. Alors, quand on va cliquer sur le bouton qui s'appelle Passage 1, il va se masquer lui-même, il va disparaître de l'affichage. Donc vous cliquez à cet endroit-là jusqu'à ce que vous voyez l'œil qui est barré. Il va disparaître de la page. Vous allez dire, ça ne change pas grand-chose, il est transparent, mais techniquement, c'est quand même intéressant de faire ça. Il faut absolument faire ça. Quand on clique sur le bouton Passage 1, il se sort de l'affichage, il n'existe plus sur la page. Et dans le même temps, il fait autre chose, il affiche le bouton Passage 2. Voilà. Donc 2 actions. Un bouton, quand on clique sur lui, peut faire plusieurs actions. Il s'enlève de l'affichage, mais il affiche le bouton Passage 2. Maintenant, je vais travailler sur le bouton Passage 2. Donc je sélectionne avec le petit carré ici le bouton Passage 2. Et je lui mets une action de masquage de bouton. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il se masque lui-même et il affiche le bouton Passage 1. Donc il fait exactement l'inverse de ce que le bouton Passage 1 faisait. Enfin, je veux dire, l'inverse et en même temps c'est la même chose, quoi. Ça le concerne, quoi. Il se masque lui-même et il affiche l'autre. On est bon? Enregistrez votre document InDesign sous un certain nom et on va tester ça. Donc vous comprenez qu'on a 2 boutons invisibles sur toutes les pages. Quand on clique sur l'un, il se désaffiche et il affiche l'autre. Quand on clique sur l'autre, il se désaffiche et il affiche l'autre. Voilà. En boucle comme ça. Sans qu'on le voit en fait, on ne va pas le voir. Ça, c'est l'astuce pour désactiver la fonction de Acrobat Reader qui fait passer à la page suivante. Quand on clique. Voilà. Vous faites une exportation. Vérifiez bien que vous n'avez pas laissé l'ancien PDF ouvert dans Acrobat Reader. Voilà. Alors là, quand je survole la page, je n'ai plus l'icône de tout à l'heure. Vous savez, la petite main avec la flèche qui va vers le bas pour indiquer qu'on passe à la page suivante. Non, c'est une main toute simple, comme ça. Enfin, je veux dire avec le doigt, là. Quand on clique, ça ne fait rien. On n'a pas l'impression que ça fait quelque chose. Quand je survole le bouton qui permet de passer à la page suivante et que je clique, ça passe à la page suivante. Donc parfait, ça marche. Vous avez trouvé le système pour désactiver le passage à la page suivante. Ok, touche Escape, je ferme le PDF. Ouais, donc ça peut être intéressant pour tout le monde, mais bizarrement, moi, ça a marché alors qu'il était verrouillé, mon calque interactif. Oui, ça c'est marrant, ça. J'ai exporté alors que mon calque ici interactif était toujours verrouillé. Toi, tu avais aussi ton calque interactif verrouillé. Et le PDF ne marchait pas. Et quand tu as déverrouillé et réexporté, ça marchait. Bon, donc bizarre, il faut chercher de ce côté-là. Est-ce qu'on n'a pas exactement la même version de InDesign? Allez savoir. Ou c'est peut-être parce que tu essayes de lire ça dans Acrobat Reader, peut-être. Et moi, je suis dans Acrobat Pro. Enfin, voilà. C'est peut-être de là que ça vient. C'est pas toujours... Il y a parfois des choses bizarres. Dès qu'on touche à l'interactivité, bien sûr, c'est moins simple que de faire un design fixe. Ok, j'enregistre à nouveau sous un nom différent pour être certain de ne pas perdre cette version-ci du document InDesign. Et on va voir si on peut faire en sorte que le bouton change un peu d'aspect quand on le survole pour que ce soit un peu plus sympa et dynamique. Donc, il va falloir bien sûr que je déverrouille le calque interactif. Voilà, je travaille sur le calque qui s'appelle interactif. Les 2 autres sont verrouillés, c'est toujours mieux. Je sélectionne le bouton. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire au niveau du survol. Vous allez voir, c'est amusant.
Il y a plein de choses à faire. Mais ici, ça va être assez simple parce qu'on démarre juste d'un bloc texte, mais après, on va jouer avec des images. Des images peuvent être transformées en boutons. Ok, donc ici, on n'a que le mode normal. Vous allez simplement cliquer sur Survol dans la palette de boutons pour créer un état survol. Voilà. À partir de là, quand vous allez dans la palette des calques, quand vous déployez le calque, vous allez trouver, en plus du mode normal, vous allez trouver le mode survol. Bouton 2, effleuré. Oui, je suis en train de travailler sur le mode survol, donc c'est effleuré qui apparaît. C'est comme ça que ça marche. Si je suis en train de travailler sur le mode normal du bouton, c'est le mot normal ici qui apparaît, c'est l'objet normal. Si je suis en train de travailler en mode survol, c'est le survol, qui s'appelle ici effleuré, oui. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ok, vous pouvez ouvrir ça. Et le sélectionner. L'objet qui est à l'intérieur de effleuré, ici, vous le sélectionnez. Alors, je vais faire deux choses. Je vais juste changer la couleur de fond du bloc. Donc par le nuancier, à la place du rose que je vais choisir, je vais aller mettre par exemple du rouge. Voilà. Et je vais agrandir l'objet. Comme ça, quand on survole, ça va agrandir un peu le bouton en principe. Et pour ça, je vais utiliser l'outil de transformation, non pas l'outil de transformation manuelle, parce que j'ai pas envie que nécessairement que le texte s'agrandisse, c'est le bloc qui va s'agrandir. Donc pas l'outil de transformation manuelle dans ce cas-ci, mais l'outil de la flèche noire. Là. La flèche noire, je prends une poignée du coin, avec la touche Alt et majuscule enfoncée, j'agrandis comme ça, vous voyez? Voilà. Alt et majuscule, je lâche le bouton de la souris, puis Alt et majuscule. Majuscule pour que les proportions restent les mêmes, Alt pour que ça s'agrandisse par le centre. Donc en principe, déjà là, si je passe de l'état normal à l'état survol du bouton, je dois pouvoir voir ce qui va se passer. Quand je vais survoler avec le pointeur dans le PDF le bouton, il va devenir rouge, le bouton, au lieu de rose, et il va s'agrandir. Alors il n'est pas interdit aussi sur cet objet de faire un style d'objet en fait, hein, pour pouvoir modifier tous les états survol du document d'un coup par le style d'objet. Donc je sélectionne bien le rectangle qui est à l'intérieur de effleuré là dans la palette des calques. Par le petit carré là, je le sélectionne bien. Et par la palette style d'objet, menu fenêtre style, style d'objet, je peux aller créer un nouveau style d'objet que je vais appeler d'après aucun, d'abord, d'après 100, ce sera mieux. D'après 100, sinon ça va me compliquer la tâche. Et je vais appeler bouton navigation entre pages et je vais indiquer ici que c'est le survol. Survol. Donc pour l'instant ça ne nous sert à rien ce style d'objet. Ce sera utile quand on aura plein de boutons dans le document et qu'on veut les modifier tous d'un coup. Voilà. Et j'applique à cet objet le style qu'il vient de créer. Ok, donc l'objet de l'état normal utilise le style bouton navigation entre pages, que je peux d'ailleurs renommer normal, si je veux. Voilà. Et le survol, l'objet dans survol utilise le style d'objet qui s'appelle bouton navigation entre pages survol. Heureusement que vous connaissez déjà un peu InDesign avant de démarrer ça. Bon, je construis sur les bases que vous connaissez déjà. Bon, essayez de réexporter ça.
pour tester. On n'a pas nécessairement besoin d'exporter pour tester, au fait. Je vous montre après. Ça peut se faire dans InDesign. Ok, voilà. Donc quand je clique n'importe où, ça ne passe pas à la page suivante. Quand je m'approche sournoisement du bouton, il s'agrandit et il change de couleur. C'est parfait, ça marche. C'est un peu plus interactif, c'est sympa. Et évidemment, quand je clique, ça passe à la page suivante. Donc ça ne marchait pas très bien chez toi et je pense que je sais pourquoi. En fait, j'ai oublié de vous le dire, et pourtant chez moi c'était pas comme ça non plus. Je pense qu'il faut au moment de l'exportation que le bouton soit en situation normale. Voilà. C'est ce que j'ai fait chez toi et ça a fonctionné finalement. Donc je sélectionne le bouton avec la flèche noire, vraiment le bouton, hein, pas un objet à l'intérieur du bouton, hein, vraiment le bouton. Et dans la palette boutons, faire passer en mode normal et puis faire l'exportation et ça a marché à ce moment-là. Donc voilà. Le problème vient peut-être de là, mais bon, est-ce qu'on a vraiment tout à fait la même version de InDesign? Il faudrait qu'on teste ça. Juste par curiosité, allez un peu sur le menu InDesign du Mac là, et demander à propos de InDesign. Et qu'est-ce qu'il est indiqué à cet endroit-ci? Est-ce qu'il est indiqué 13.1 13.0? C'est le genre de choses qui peut faire une différence, hein, dans le fonctionnement du logiciel. Donc on a une version qui n'est pas tout à fait la même. On s'en sort. Hein. Alors on va voir qu'on peut aussi faire des boutons avec des images. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de réouvrir éventuellement, ce sera plus simple, hein, de réouvrir l'image dans Photoshop et on va la recadrer. Et l'extrait de cette peinture qu'on aura obtenue va devenir un bouton. Ça pourrait se faire dans InDesign, mais je devrais garder la grande image, ça va vous embrouiller. Donc je préfère aller dans Photoshop. Comme ça, vous voyez que je pourrais même pas utiliser une autre image que celle de la peinture, en fait. Hein. Image de base. Oui, on va ouvrir la peinture dans Photoshop. Donc vous pouvez garder InDesign ouvert et vous allez dans Photoshop. Alors pour aller dans Photoshop rapidement ouvrir cette image-là, il y a aussi le système du lien, menu fenêtre lien. Fenêtre lien. Il y a une seule image actuellement ouverte dans ce document, importée dans ce document InDesign. Je l'active dans la palette lien de InDesign. Je demande modifier l'original. Étant donné que c'est un PSD, ça va forcément s'ouvrir dans Photoshop. Si c'était un JPEG, je devrais soit avoir réglé le Mac pour que le JPEG s'ouvre dans Photoshop, soit demander modifier avec Photoshop. Forcer à s'ouvrir avec Photoshop. Donc, mais là, je suis sûr que modifier l'original, vu que c'est un PSD, ça va s'ouvrir dans Photoshop. Sinon, vous pouvez aller dans Photoshop, faire fichier ouvrir et vous ouvrez votre image. Voilà, on est dans Photoshop. Tiens. Ah oui, il me dit que le profil incorporé à l'image, c'est du sRGB. Et l'espace de travail par défaut chez moi dans Photoshop, c'est du Adobe RGB, donc il y a un problème de concordance des profils. Je vais dire que je préfère le profil incorporé sRGB. Voilà, l'image est ouverte. Touche F, je passe plein écran. Et alors je vais recadrer l'image. Je prends l'outil de recadrage. Alors attention, dans l'outil de recadrage, je vais aller décocher ceci. Ça peut être intéressant. Quand on recadre. Ça va faire des fichiers plus lourds sur le disque dur, mais de toute façon, quand on exporte en PDF, il n'y a que la partie visible qui sera exportée vraiment. Donc, c'est pas grave si pendant la conception, le fichier PSD là, qui va être créé sera lourd. Donc, outil de recadrage. Et je décoche supprimer les pixels rognés. Ah oui, et avant de rogner, je vais enregistrer. Fichier enregistré sous, sinon vous risquez d'écraser la bonne image. Fichier enregistré sous, faites ça. Et je vais indiquer par exemple que c'est la maison. Boot maison. C'est un bouton pour la maison. Voilà. .psd. Je l'enregistre dans le dossier d'aujourd'hui.
Voilà. Avant même d'avoir fait le recadrage, c'est mieux d'enregistrer d'abord le fichier. Je travaille plus sur l'original de la peinture, donc je travaille sur la version, le bouton maison. Je prends l'outil de recadrage comme ça, je recadre autour de la maison. Voilà. Et je valide. Ah oui, si vous voulez un truc carré, ouais, il va falloir aller... Ça, c'est un peu compliqué. Faites un bouton comme vous voulez. Peu importe, ici. Voilà. Et on recadre par le petit V là au-dessus, ou la touche entrée. Et voilà. Donc l'idée, c'est que sur la page 2, je vais aller mettre un bouton qui montre la maison. Et quand les gens vont cliquer sur le bouton, ça va faire apparaître un texte qui parle de la maison de Hoover, le peintre. D'accord ? Il y aura d'autres boutons. Quand on cliquera sur eux, ils feront disparaître le texte qui apparaît précédemment pour en faire apparaître un autre de texte. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. Le texte peut aussi n'apparaître que quand on survole, mais à ce moment-là, sur une tablette, ça ne marche pas. Je vous ai dit, le survol, évidemment, survol du doigt sur une tablette, ça ne marche pas. Donc autant faire que des clics, quasiment. Alors pourquoi est-ce qu'on a recadré en décochant, supprimer les pixels rognés ? C'est parce que maintenant, avec l'outil de déplacement, on va pouvoir repositionner l'image. En fait, toute l'image est toujours là. On peut repositionner. On peut aussi redimensionner le recadrage, bien sûr, le réagrandir si on veut dans un sens ou l'autre. Outil de recadrage, je peux mettre plus d'arbres là. Voilà. Faire un bouton plutôt vertical au lieu de carré. Voilà. Donc c'est quand même plus souple. D'avoir décoché ça, ça nous permet de réajuster le recadrage. Mais le fichier va être super lourd. Il va, sur le disque dur, le fichier de travail, là, il va avoir la même taille que l'image originale, puisque tous les pixels y sont encore. Ok, vous enregistrez. Fermez. C'est toujours en train d'enregistrer. C'est du lourd. Ok, c'est fait. Alors, voyons un peu ça. L'image toute petite de la maison fait, sur mon disque dur, 321 mégas. L'image de la maison entière, ici, que j'ai utilisée déjà dans InDesign, fait 307 mégas. Donc, c'est même un peu plus lourd, la version cadrée. Donc voilà, il faut savoir qu'en ayant demandé de ne pas supprimer les pixels rognés, ça me fait un fichier qui est quand même lourd. Relativement, hein, parce que bon, de nos jours, on a quand même des milliers de gigas sur les disques durs. Ça ne représente qu'un tiers de gigas, ça. Ok, vous allez dans InDesign sur la page 2. Donc, sur la page 2, je double-clique bien sur la page 2 dans la palette page. Voilà. Sur la page 2, dans le calque qui s'appelle interactif. Bon, actuellement, moi, j'ai ce bloc qui s'appelle page 2 que je supprime, là, le bloc. Voilà. Donc, j'ai plus rien sur le calque interactif, sur la page 2. Et je vais aller importer l'image de la maison. Fichier importé. Le voilà. Bouton maison. Cliquez, glissez. Je détermine la dimension du bouton ici. Si je veux modifier la dimension après l'avoir importé, bien sûr, outil de transformation manuelle. Avec la touche majuscule, je redimensionne.
J'enregistre. Le fichier InDesign, bien sûr, n'est pas lourd, parce qu'il n'intègre pas vraiment les images que j'utilise dedans, puisqu'elles sont liées. C'est le principe du lien. Donc le fichier InDesign, lui, n'est pas lourd. Il ne pèse pas 600 mégas, la taille des 2 images utilisées. Ça, vous aviez compris comment InDesign fonctionne au niveau des liens. Mon fichier InDesign pèse 1,8 mégas. Il a besoin des fichiers externes pour fonctionner. Ils ne sont pas dedans. Alors, à côté de ce bouton, qui n'en est pas encore vraiment, vous allez faire un bloc texte avec l'outil texte. Vous allez cliquer, glisser pour faire un bloc texte. On va le remplir avec du faux texte dans un premier temps. Donc, clic droit, remplir avec le texte de substitution. Voilà. Alors, au niveau du style, c'est un peu pourri, là. Donc, parce que c'est le style précédemment utilisé. Donc, dans les styles de paragraphe, je vais repasser en paragraphe standard. Ce sera mieux. Menu. Texte, style de paragraphe, bien sûr. Je repasse en paragraphe standard. Je vous laisse modifier le texte. Alors, quand même, quelques petits guides. Il faut que ce soit assez grand, parce que ça va être lu sur un écran ou sur une tablette. Et, super astuce, quand vous mettez du texte noir sur fond blanc comme ça, qui va devoir être lu sur un écran, il ne faut pas qu'il soit noir. Alors vous en faites pas si tout le texte faux n'apparaît pas. Gris, exactement, gris foncé, qui a dit ça? Ben oui, c'est connu, c'est mieux que ce soit du gris foncé. Donc dans la palette nuancier, je vais aller créer éventuellement au départ du... Il ne faut pas que ce soit sélectionné, foireux. Non, je vais aller carrément créer une nouvelle couleur. Une nouvelle couleur. Donc, qui va être, avec la touche majuscule, du gris foncé. Voilà. D'accord? Donc, en ayant désactivé le bloc, j'ai cliqué à côté. Je vais aller créer une nouvelle couleur dans la palette nuancier. Avec la touche majuscule, je vais faire une quantité égale de lumière rouge vers bleu, ce qui fait du gris en fait. Et on peut éventuellement mettre du 10-20% de luminosité, ce qui va nous faire un noir pas très profond. Voilà. Et c'est celui-là que le texte va utiliser. Ce noir ici, qui n'en est pas vraiment un. Je sélectionne maintenant le bloc, j'indique que je travaille sur le texte avec le petit t ici. La couleur du texte va être ce noir, pas tout à fait profond. Ça ne se voit pas vraiment, mais c'est important. Alors l'idée ici, c'est que sur la page, quand on va survoler dans un premier temps, quand on va cliquer sur le bouton, la maison, ça fera apparaître le texte qui au départ n'apparaîtra pas. Il faut que les deux choses soient transformées en boutons. Ne les sélectionnez pas tous les deux avec la touche majuscule et cliquez pour être transformé en bouton, parce qu'à ce moment-là, non, ça marcherait. Tant qu'ils ne sont pas groupés, chacun va devenir un bouton. Donc, pas de problème. Donc, voilà, je sélectionne le premier par exemple et je vais aller dans la palette boutons, le transformer en bouton. Menu fenêtre, objet interactif, bouton. Et puis, ce bouton va servir à afficher le texte. Et ça veut dire que le bloc texte lui-même doit devenir un bouton, sinon il ne sera pas modifiable par un autre bouton. Donc je sélectionne le bloc texte, je le transforme en bouton.
Alors, il faut avoir un peu d'ordre la manière dont on nomme les choses, hein, parce que sinon, ça devient un peu la foire. Ok, vous pouvez enregistrer le document. On met pas d'action. Ben si, on va la mettre, hein, mais j'aimerais bien d'abord enregistrer parce que je sens le plantage arriver. Toujours quand on s'amuse que ça plante. Ça va, vous avez vos boutons? Ok. Bon, j'ai pas fait de style de paragraphe sur le texte, mais il faudra en faire un à un certain moment, dès que je ferai un autre bloc qui devrait avoir le même aspect. Mais allons-y d'abord pour l'interactivité. Donc la palette des boutons est là. Je sélectionne le texte qui est un bouton. Et ici, je coche l'option masquer jusqu'au déclenchement. Ça veut dire que quand on va arriver sur la page 2 dans le PDF interactif, le texte ne sera pas encore visible. Il ne sera affiché que quand il sera déclenché par l'autre bouton, la petite maison à côté. Alors un truc qui serait bien éventuellement, c'est que quand on clique sur le texte, il disparaisse. Je peux donc ajouter sur ce bouton le texte un script, afficher, masquer les boutons, et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se masque lui-même, voilà. Et n'allez pas mettre un œil en face du bouton de la maison, hein. Non, la seule chose qui se passe quand on va cliquer sur le texte, c'est qu'il va se masquer lui-même. Je vous avais dit que c'était important de bien les nommer. Sinon, vous ne savez pas ce que vous faites. Mais ce n'est pas obligatoire de le faire, hein, ceci. Mais ça peut être sympa que quand on clique, voilà, il s'en va. Ok, l'interaction sur le bouton de la maison. Je sélectionne le bouton de la maison. Il va faire une action d'affichage. Il va afficher le texte. Voilà. Parfait. Donc, le bouton de la maison affiche le texte. Vous allez tester ça, on va voir si ça fonctionne. Vous exportez le PDF. Ça vous indique qu'il y a du texte en excès, mais c'est pas grave, c'est juste, on sait ce que c'est le faux texte. Voilà, je passe à la page suivante. Je clique sur le bouton de la maison, le texte apparaît, je clique sur le texte, il s'en va, et voilà, c'est déjà sympa. Ah, pour une fois ça marche. C'est bien.